Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo journal du Mercato nantais. On a pas mal de dossiers à évoquer, on a même un premier bilan à faire parce qu'il y a eu des premiers jours assez explosifs au FC Nantes dans ce Mercato hivernal. Il y a eu la période des fêtes qui aurait pu avoir raison d'Antoine Comboiré, il y a eu le nom de Sergio Conceição à Bibey. Finalement le coach kanak a été maintenu par sa direction. Ce qui n'a pas été le cas de l'ensemble de son staff. Guillaume Marie, préparateur physique / entraîneur adjoint, a été licencié. Arrivée de Ahmed Kantari pour épauler Antoine Comboiré. Et puis Willy Grondin, entraîneur historique des gardiens au club, s'est vu un peu rétrogradé, il me semble, avec la formation. Ils vont lui trouver un nouveau poste. Et puis c'est Olivier Blondel, entraîneur des gardiens de la réserve de Lyon, qui a été sélectionné pour lui succéder avec les professionnels et donc avec un nouveau gardien, parce que un autre choix fort a été opéré, ce coup-ci avec l'accord du coach kanak. C'est Anthony Lopez qui arrive au poste de gardien de but, et donc Alban Lafont, qui pour rappel c'est quand même international français, ancien capitaine des Canaries, un des meilleurs gardiens de Ligue 1 saison 2021-2022 quand Nantes gagne la Coupe de France. Voilà, c'était un choix fort, ça fait des années qu'il était au club, ça fait des années aussi que ses performances déclinent tout simplement. 2022-2023 ça devenait compliqué, 2023-2024 on parlait même de catastrophique, et là 2024-2025 là on était même plus sur, c'est même plus un joueur de foot, ça devenait vraiment très très compliqué. Et donc choix fort a été opéré, arrivée d'Anthony Lopez, qui a plutôt été bien perçu par les supporters nantais parce que c'est un visage connu de notre Ligue 1, il dégage corporellement un certain leadership dont l'équipe manquait clairement. On le dit, on le répète souvent à Nantes, on manque de cadres. Il y a des joueurs qui sont là depuis des années mais qui ne sont pas des cadres parce qu'ils ne dégagent pas des prestations qui sont un cadre, t'as quand même envie de le suivre parce que c'est un gars qui à peu près à tous les matchs parvient à sortir une prestation vraiment assez professionnelle. Nous les cadres à Nantes, c'est censé être Chirivella, Castelletto, c'est tout sauf les joueurs que j'ai envie de mettre parmi les meilleurs en ce début de saison au FC Nantes, et ce depuis déjà quelques années. Donc voilà, Anthony Lopez, peut-être qu'il peut dégager cette aura dont l'équipe manque un peu, et en tout cas j'ai senti que sur le premier match à Lille ça avait fait du bien à l'équipe, notamment dans les dernières minutes, puisque comme un petit exploit, Nantes a été menée face à Lille et est donc revenu au score, ce qui n'était pas arrivé depuis quand même pas mal de temps. Donc c'est déjà un premier signe que peut-être qu'on est sur le bon chemin, à voir ce que ça va donner ce soir face à Monaco. Première à domicile de 2025. On rappelle qu'en 2024, au stade de la Beaujoire, Nantes, c'est 2 victoires en 18 matchs. On va voir. Moi, je vais aller au stade. Ça fait pas mal de temps que j'y étais pas allé. Je crois que c'était Nantes-Metz l'année dernière où on avait perdu 2-0. Là, on était vraiment au fond du trou. Je pense que le Nantes-Metz, c'était, je crois qu'on était au prime de la médiocrité. Tu perds 2-0 contre Metz, il fait froid dans le stade. Ouais, c'était, je pense que sur l'échelle de Raymond Domenech, on était vraiment dans les pires moments du FC Nantes, quoi. Mais bon, voilà, j'y retourne donc 9 mois après. Ça me fait quand même plaisir de retourner au stade de la Beaujoire parce que ça fait toujours chaud au cœur, quoi. On se sent bien dans ce stade malgré tout. Et donc Nantes-Monaco, à voir ce que ça donne, certainement une composition défensive d'Antoine Comboiré, mais ce n'est pas le sujet du jour. Abordons le Mercato, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc maintenant que j'ai fait un petit résumé de la situation actuelle du club, Nantes souhaite toujours aller chercher environ 3 à 4 joueurs sur ce mercato hivernal supplémentaire à rajouter à Anthony Lopez. Donc de base c'était un par ligne, un gardien, c'est chose faite, un défenseur central, on va en parler dans cette vidéo, un milieu de terrain et un voire 2 attaquants en fonction des départs. Mais en tout cas l'attaquant ciblé ce serait plutôt un ailier droit pour en gros trouver un pendant à Moses Simon dans ce trio offensif avec Mathis Ablin, Simon, et donc un nouvel ailier droit. À ce petit jeu là, Nantes prospecte, il y a eu le nom de Chancel Mbemba qui a été évoqué au poste de défenseur central, ce qui nous donne une idée du profil recherché, un taulier dès cet hiver, parce qu'on sait que Nantes en juin prochain potentiellement peut se retrouver avec aucun défenseur central. Palois est en fin de contrat, Castelletto n'est plus forcément en odeur de sainteté au club et souhaite quitter le FC Nantes depuis déjà pas mal de temps, et Nathan Zézé, grosso modo il y a toute la première ligue qui lui fait les yeux doux, l'Inter Milan, la totale, donc c'est pas impossible que Nathan Zézé quitte le bord Canaries dès l'été prochain, et donc il faut anticiper cela. Et Nantes, en plus d'un taulier, surveillerait notamment le jeune Owen Kwasi, défenseur central de Laval, qui pour sa première saison en professionnel vraiment impressionne les observateurs. Je crois qu'il a déjà joué 17 matchs donc, en tant que titulaire, donc il est vraiment devenu un titulaire indiscutable dans cette charnière à 3 lavalloise. Il a marqué d'ailleurs son premier but en Ligue 2 le week-end dernier, et il est surveillé par 3 clubs, Brest, Lens et le FC Nantes. Alors évidemment,
c'est pas une piste qui est très avancée parce qu'il n'y a toujours pas eu d'offre. Je crois qu'il n'y a même pas eu encore de contact entre le club lavallois et le FC Nantes. Simplement que Nantes surveillerait ce dossier avec attention, ce qui nous donne peut-être une idée également de ce que le club souhaite faire. C'est un taulier dès cet hiver pour cette fin de saison, et pourquoi pas aller chercher aussi un autre défenseur central qui pourrait nous être utile dans 6 mois, 1 an, parce que je pense qu'on sera en manque de défenseurs centraux dès la saison prochaine. Donc voilà, c'est un premier nom qui est sorti, qui a été cité par ici Armoric, donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner, si cette piste avance plus loin ou pas. Mais en tout cas, Nantes prospects, il n'y a pas forcément plus de noms que ça qui ont été sortis à ce poste-là de défenseur central. Moi j'espère aussi que ça bouge au moins d'ici l'été prochain au niveau des latéraux. Kozza, bon, dans un système à 5 c'est plutôt pas mal, mais derrière en doublure il n'y a personne. Amiens, je suis mitigé entre défense à 4, des fois en piston. En fait Amiens c'est des fois un match sur 2, il fait un match correct et un match mauvais. Et jamais il fait des très bons matchs. Mais bon, c'est assez compliqué d'évaluer réellement son niveau. En tout cas je pense pas que c'est le point faible aujourd'hui côté nantais. Bon, voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, il n'y a pas forcément de départs qui sont ciblés au FC Nantes. On sait que Fabien Santonze a été également écarté du groupe, en plus d'Alban Lafont. Mais bon, il n'y a pas forcément beaucoup de prétendants pour aller chercher l'ancien Messin. Au milieu de terrain, là aussi, Nantes cherchait un joueur. Gibamin est censé être sur le départ, au moins il dispose d'un bon de sortie. Florent Mollet, c'est le même combat. Alors pareil, apparemment il y aurait des prétendants pour les deux, mais pas vraiment d'offres concrètes. Donc bon, c'est bien beau d'avoir des prétendants, mais bon, on nous dit ça depuis des années, même sur des Lafont, Mohamed, machin. C'est bien d'avoir des prétendants, mais on veut des offres et on veut pouvoir vendre. Quand je vois comment des clubs comme Lens et Rennes, voire Marseille, réussissent à bien vendre, c'est la clé pour un club qui tourne bien finalement, c'est de réussir à bien vendre. Je crois que c'est tout aussi important que de bien acheter. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. En tout cas, Gibamin, Mollet ne sont plus vraiment dans les plans d'Antoine Comboiré. Et donc, le club canari cherchera un nouveau milieu de terrain. Elliot Matazzo, il y a eu 2 offres qui ont été envoyées. Une offre de prêt avec option d'achat. Monaco voulait un transfert. Nantes a envoyé une offre de transfert, ou en tout cas, voilà, il y avait une petite combine. Monaco a longuement étudié cette nouvelle proposition des Canaries et a fini par la refuser. Lassé par ce dossier qui commençait à déjà durer, le FC Nantes a donc activé une autre piste. Jean Onana, ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Ouais, je crois que ça veut tout dire là, puisque Jean Onana, c'est quand même... Il joue plus du tout à Beşiktaş là en Turquie. Je crois qu'il a joué 4 matchs depuis le début de saison. Il n'est plus sélectionné avec l'équipe internationale du Cameroun. Son prêt à Marseille a été un échec. Bref, la seule bonne prestation qu'il a pu faire, c'est sa saison en soi à Bordeaux, où il avait été moins mauvais que les autres, on va dire. C'est la saison de Bordeaux descend, hein, donc où même ils finissent lanterne rouge avec, je sais plus, c'était 83 ou 84 buts encaissés sur la saison. Et nous, on irait chercher ce gars-là. Il était passé par Mouscron aussi en Belgique. Ouais, bon, je pense qu'Onana c'était peut-être un bon coup à faire, mais il y a 3 ans quoi. Maintenant, ouais, moi en tout cas je suis vraiment très mitigé. En tout cas au niveau du profil, pareil, il y a Matazzo, il fait 1m74, il est plutôt assez agressif, il est même un peu plus technique que Onana qui lui doit faire quasiment 1m90, qui est quand même assez costaud, un peu plus dans un style à la Abdoulaye Touré. Il n'y a pas de ligne directrice dans les profils qui sont recherchés. Enfin, qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut remplacer Gibamin ou on veut remplacer un potentiel départ de Chirivella, qui pareil, hein, voilà, c'est possible également qu'il parte le capitaine espagnol, mais c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on recherche concrètement? Pourquoi est-ce qu'on a 2 noms comme ça qui n'ont rien à voir ensemble? Il n'y a aucune ligne directrice. Et puis quand je vois les 2 noms, alors Matazzo, c'est un peu mieux qu'Onana, même largement mieux, parce que tu dis que bon voilà, le joueur est jeune, il y a moyen avec le fait qu'il retrouve du temps de jeu, qu'il soit quand même plutôt pas mal. À Monaco, il s'entraîne avec des bons joueurs, hein, en temps normal. Il doit défendre sur des Akliouche, des Golovin. Donc aux entraînements, à force de défendre sur des mecs comme ça, tu commences à quand même développer des trucs pas mal. Autant Jean Onana, j'ai jamais été vraiment fan de ce joueur-là, et c'est pas aujourd'hui que je le deviendrai. Donc bon, Nantes étudie en tout cas la possibilité. Je sais qu'Angers est également sur le coup pour faire venir Jean Onana. Moi en tout cas, je suis pas du tout hypé par cette piste. Donc à voir ce que ça donne. Mais bon, voilà, c'est le premier nom c'est le deuxième nom du coup qui est sorti à ce poste de milieu de terrain. On va voir comment ce dossier-là évolue. Et puis le grand dossier du jour, c'est le poste d'attaquant. Donc comme vous savez, Nantes recherche un ailier droit, mais on va pas parler de ce poste-là parce que ça n'a pas l'air vraiment de beaucoup bouger.
Je vous rappelle quand même que si Nantes, dans la dernière semaine du mercato, se rend compte que ça va être difficile de faire un ailier droit, il reste l'option Yacine Benatab qui est prêté en national. Et voilà, Nantes sait qu'à tout moment ils peuvent casser le prêt au Bagne. C'est quand même une des révélations de la saison en 3ème division. Et bon, ça peut coller. Milieu offensif, axial droit, gaucher, ça colle un peu avec le profil recherché. Donc Nantes se réserve encore quelques temps avant de pourquoi pas activer ce levier là. On va voir comment c'est voulu. On va parler du poste de buteur slash attaquant polyvalent parce que un des gros dossiers de ce mercato nantais, c'est quand même malgré tout le départ d'Ignatius Ganago qui sera passé par de nombreuses émotions au FC Nantes. Évidemment des émotions assez difficiles. Il a eu la perte de sa fille lors de sa première saison, au bout de 6 mois il me semble. C'était en pleine période d'épopée européenne et le joueur était resté, il avait été vraiment très impressionnant parce qu'il était resté focus sur sa mission avec Nantes. Il a rapidement repris alors que c'est quand même un drame familial. Je pense que pour tout père de famille, perdre sa fille ou perdre son enfant, c'est quelque chose qui est évidemment dramatique et qui est complètement à sortir du football. Et puis surtout, Ignatius Ganago, c'est des blessures à répétition. Encore la saison dernière, je me souviens de ce match face au Havre, qui aurait pu d'ailleurs sauver Pierre Aristouille parce que Nantes aurait dû gagner ce match-là à la Beaujoire face au Havre. Au final, il y a eu 0-0 et Ganago avait marqué un but hors jeu. Et sur le but qu'il marque hors jeu, il se blesse et c'est ligaments croisés. Fin de saison pour lui, c'était dramatique. Je crois qu'au FC Nantes, finalement, il sera quand même resté 2 ans et demi, mais il aura vraiment très peu joué. Par moments, il nous aura fait vibrer. Quand je parlais des émotions fortes, il y a évidemment ce but face à Karabag lors de sa première saison. Dans les ultimes minutes où tu as tout le stade qui a chaviré, Nantes... Enfin, ça a permis à Nantes de s'offrir une dernière chance de pouvoir se qualifier et Nantes avait fini par le faire. Il y avait eu ce barrage face à la Juventus. Bref, il nous a offert des émotions en plus. Il nous a offert également le but du maintien de cette même saison 2022-2023 face à Angers, rappelez-vous. Pierre Aristouille venait tout juste d'être nommé et était en mission commando. Et c'est Ganago qui, sur un super service de Ludovic Blas, avait marqué face à Angers le but du maintien. Enfin bref, voilà, c'est beaucoup d'émotions malgré tout Ignatius Ganago. Il quitte donc le FC Nantes direction la MLS et le club de New England Revolution, c'est dans la région de Boston, pour vous situer un petit peu le club. Prêt avec option d'achat de, je crois, 4,5 millions d'euros. Alors, ça me paraît des chiffres quand même assez élevés parce que la valeur du joueur a quand même baissé depuis son arrivée au club. Bon, on verra. En tout cas, il a passé sa visite médicale et normalement, le temps de faire le visa d'ici 5-10 jours, il devrait pouvoir du coup débuter son aventure aux États-Unis. En tout cas, ça y est, Antoine Comboré a annoncé que vu qu'il était sur le départ, il ne serait plus dans le groupe désormais au FC Nantes et donc pour le remplacer, le FC Nantes, et on vient de l'apprendre aujourd'hui, a lancé là une nouvelle piste, Amin Salama, en provenance de Reims. Un prêt serait très proche, il y aurait même un accord entre Nantes et Reims, donc voilà, c'est quasiment fait en fait. Donc Amin Salama, 84 matchs en professionnel, c'est un attaquant de pointe slash attaquant polyvalent. 3 buts. Non, 4 buts, autant pour moi, j'ai oublié qu'il avait marqué avec Caen la saison dernière en prêt malgré tout. Bon, 84 matchs, 4 buts, bon ça veut dire qu'il marque environ tous les 21 matchs, donc on peut espérer que là il parvienne quand même à jouer 21 matchs là avec Nantes pour qu'on ait peut-être la chance de voir un but sous nos couleurs. Bref, bon évidemment le foot ne se résume pas qu'à une histoire de stats, mais c'est quand même un joueur qui a globalement fait une première saison en Ligue 1 qui avait été plutôt bonne avec Angers. Alors dire bonne c'est pas forcément bon mot, plutôt prometteuse parce que c'était un jeune joueur, 21 ans, qui découvrait le championnat et pour sa première saison, voilà, on a vu qu'il y avait un talent, notamment voilà, quand il était lancé, il était capable de faire des différences, il avait marqué 3 buts cette saison-là en une vingtaine de matchs, qui pour une première saison et pour un joueur qui venait de Dunkerque était quand même plutôt prometteur. Transfert à Reims l'été qui suit pour 4 millions d'euros. Reims, ça a été catastrophique, il a rapidement été déclassé par Will Steele parce que il était plus au niveau de la Ligue 1, il a enchaîné des entrées en jeu non convaincantes jusqu'à être prêté en deuxième partie de saison l'année dernière. 17 matchs avec Caen, un petit but, globalement à Caen, alors qu'il était retourné en Ligue 2, il n'avait pas réussi à relancer la machine pour autant et là il est revenu à Reims et puis c'est encore très compliqué cette saison avec Reims, il fait quelques entrées en jeu mais c'est très timide et c'est vraiment très compliqué pour lui. Et donc Nantes estime que c'est le meilleur moment pour le faire venir. Alors en soi, c'est un joueur qui aujourd'hui a 24 ans. Il serait pas dans un rôle de titulaire au FC Nantes, du moins je le pense parce que Ganago ne l'était pas. Et à mes yeux, c'est vraiment le remplaçant que Nantes a ciblé à l'international camerounais. Donc bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, Amin Salama devrait donc signer au FC Nantes et devenir la deuxième recrue de l'hiver.
je suis vraiment très peu convaincu par cette piste une nouvelle fois. Ouais, c'est... Je comprends pas. Quand je vois, justement, on parlait de Reims là, une idée toute bête, même si c'est un autre poste. Reims là, ils vont aller chercher un japonais là, qui joue au Kawashi Reysol, Hiroki, j'ai oublié son nom de famille. Mais ça c'est un bon coup parce que le gars il brille depuis quelques saisons dans le championnat japonais. C'est un gars que tu achètes pas cher parce qu'il est dans un championnat qui est pas sous le feu des projecteurs. En vrai, tu regardes en Ligue 1, dans 75% des cas, vu que globalement les recruteurs à Reims ils font quand même bien leur boulot, ils ont bien ciblé le gars. En général, en plus de ça, des japonais, t'as quand même des gars qui sont gentils, qui sont bien élevés, qui sont assez déterminés à s'imposer. Il y a 80% de chances que ce soit un très bon coup pour Reims et qu'ils leur vendent 10 fois plus cher dans un an ou deux. Amin Salama, Jean Onana, qu'est-ce que tu veux tirer de ces gars-là? Ils ont 24 ans, ils sont en échec dans leur carrière, ils cherchent à se relancer. Amin Salama, c'est même limite pire parce qu'il a été en échec en Ligue 2 et on veut le prendre en Ligue 1. Bon, on va voir. Peut-être que c'est un coup de la cellule de recrutement, un coup de génie, j'ai raté des choses, à l'entraînement il met triplé sur triplé ou j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a toujours mieux à faire et je comprends pas pourquoi Nantes ne s'exporte pas plus, pourquoi Nantes ne travaille plus en fait, pourquoi sur le recrutement on va toujours un peu à la facilité. Pourquoi est-ce que là de juillet à aujourd'hui en janvier, les recruteurs ils ont 6 mois pour cibler des profils. Un bon recruteur, il prévoit que pour chaque départ, tu cibles un remplaçant ou tu surveilles plusieurs noms. Et comme ça, quand le joueur est amené à partir, tac, tu proposes plusieurs noms à ton entraîneur ou à ton directeur sportif, machin. Peu importe, mais pourquoi est-ce qu'on travaille pas plus? J'ai encore une fois l'impression que ça a été fait dans la panique. J'ai encore une fois l'impression que c'est une opportunité de mercato. Alors effectivement, il n'y en a pas beaucoup en hiver. Et donc il faut saisir celles qu'on pense être les bonnes. Est-ce que Amin Salama a été réellement une bonne opportunité? Bon, on verra, prêt payant de 300 000 € je crois et prêt avec option d'achat. Bon, à voir pour l'option d'achat le montant et s'il y en a réellement une, pour le coup c'est une info de l'équipe. Il me semble pas avoir vu une option d'achat mentionnée mais bon, ils n'ont pas dit non plus qu'il n'y en avait pas donc à voir en tout cas pour les modalités exactes de l'opération. Bon, on verra sur ces 6 mois ce que Amin Salama va donner. Écoutez, c'était un jeune joueur qui a été prometteur lors de sa première saison. Peut-être qu'il arrivera enfin à lancer sa carrière avec le FC Nantes. Du moins, c'est tout ce qu'on peut espérer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce deuxième épisode du journal du Mercato nantais vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.